Bonjour et bienvenue à tous pour le coup d'envoi de la célébration annuelle. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants. Nous avons célébré la semaine d'égalité des genres depuis le début et on essaie de faire d'une façon différente, mais on espère que c'est une bonne façon cette année. Évidemment, toutes les choses différentes de 2020. Mon nom est Julian Anderson, je suis ici à Canwatch et je vous rejoins depuis le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe de Mississauga, qui est communément appelé Peterborough. C'est l'endroit où est-ce que les rapides se rejoignent. J'ai l'incroyable privilège et je ne veux pas parler trop longtemps avant de passer le plancher pour lancer cette semaine d'égalité des genres avec l'aînée Lauren Whitman, grande-mère tortue de Mer Blanche, qui nous rejoint depuis le territoire de Mi'kmaq. Elle est la présidente élue de l'Association des femmes autochtones du Canada. Et je la suis de près et je l'aime. C'est une organisation autochtone nationale qui représente la voix politique des femmes et des filles autochtones et des personnes de sexes différents au Canada. Lorraine, ça serait un honneur pour nous d'arrêter de parler et de vous laisser le plancher pour que vous puissiez débuter cette semaine avec nous et de partager avec nous, peu importe ce que vous avez envie de partager avec nous. Donc, merci pour tes jolis mots et pour tous ceux d'entre vous qui sont en train de se rejoindre à nous. Encore une fois, mon nom est Lorraine Whitman. Je suis la grand-mère tortue de Mer Blanche et je veux juste donc de le territoire de Mi'kmaq, c'est la Nouvelle-Écosse. Donc je suis le président euh, de l'Association des femmes autochtones du Canada. Je représente les Autochtones, Métis et les femmes de tous les statuts à travers le pays. Je suis une membre élue pour défendre leurs droits et ils m'ont demandé d'être ici pour parler d'égalité et de santé. C'est un sujet qui Canwatch prend à cœur. Donc, nous avons que le système de santé publique doit rencontrer tout le monde, peu importe qui ils sont et combien d'argent ils possèdent. C'est d'avoir le même niveau de santé. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que ce n'est malheureusement pas le cas. Il y a des moitiés et il y a des gens qui ont puis des gens qui n'ont pas. Tous les citoyens, pas toutes les femmes et tous les enfants dans ce pays devraient avoir tous les accès à tous les traitements possibles de santé, que ce soit les Métis, les Inuits, les Autochtones, on les voit souvent comme des citoyens de seconde classe dans le gouvernement. En 2017, l'expérience de vie des femmes, c'était 78 ans, 80 et 78 respectivement. Et pour les gens qui sont malheureusement pas autochtones, c'était 83. Donc, pensez à ça pour un petit instant. Donc, les, les femmes autochtones ont 10 ans de moins d'attente de vie. Malheureusement, il y a plus d'oppression, plus d'abus de substances et plus de suicides. Le taux de mortalité est 4 fois plus élevé que la moyenne canadienne. Il y a 21% de plus de morts des jeunes enfants. C'est 4% des femmes au Canada, les femmes autochtones. Il y a 30% qui sont positifs au sida. Il y a 300 plus que les gens qui ne sont pas nés. 300 fois plus de risques donc, c'est très noir comme portrait et ça se noircit malheureusement. Plusieurs femmes autochtones ont mis leurs pieds par terre en fait, qui ont été forcées à être stérilisées avant de pouvoir se faire permettre de voir leur bébé. Donc, si on retourne malheureusement, aux résultats médiocres en santé, la plupart des problèmes, c'est relié à la pauvreté, des conditions d'habitation insécures, l'insécurité alimentaire. Ce sont des faits de sécurité de vie. Et malheureusement, les Autochtones en font face à tous les jours. Donc, vos enfants doivent rester en santé si vous n'avez pas une toilette que vous pouvez tirer, si l'eau que vous buvez n'est même pas potable. Donc,
Mais je suis aussi ici pour vous dire que le problème principal, c'est aussi la stérilisation forcée, c'est l'inégalité, la discrimination et du racisme. C'est une, c'est un héritage d'une mentalité de colonialisme, d'avoir moins de valeur que les autres. Et ça nous a laissé confus dans des situations compliquées, dans un système de santé qui que les Métis et les Autochtones et les Inuits n'ont pas accès autant que les autres. Pourquoi? Donc, on sait que la santé pour tous les Canadiens, c'est dans les juridictions de leur province ou de leur territoire. Mais sous l'accord des Autochtones, c'est le support de la santé, c'est payé par l'État, par le fédéral. Donc, cette division de pouvoir, historiquement, a été utilisée comme une excuse de tous les deux paliers de gouvernement pour se lancer la balle au niveau de la responsabilité de la santé des Autochtones. Donc, ça s'est résolu en 2007 quand Jordan River Anderson est mort en hôpital à 5 ans, à l'extérieur de sa maison, qui était un cri du Manitoba, parce que le fédéral et le gouvernement provincial ne pouvaient pas décider qui était pour payer pour son soin à domicile. Et le règlement a été mis en place qui s'appelle le Jordan's Principle, le principe de Jordan. Le point de premier contact avec un patient autochtone va payer pour les services nécessaires et la dispute sur qui va payer les soins va se débattre plus tard. Donc, à la maison la Chambre des communes, pardon, la Cour a résolu 3 fois que le gouvernement doit appliquer en fait, qu'applique le principe de Jordan de façon trop restreinte. Ça s'applique seulement sur des membres de Premières Nations qui ont un statut et non ceux qui n'ont pas le statut ou les Inuits. En 2012, l'homme qui était un député des affaires autochtones donnait des prix aux bureaucrates qui déniaient des soins sous le couvert de Jordan, le principe de Jordan. C'était Michael Warnock, qui est devenu le clerc du conseil. Ce sont des choses qui peuvent régler, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, des choses que le gouvernement n'a pas fait. Donc, parlons de la plus grande menace des soins de santé pour les femmes autochtones, la violence, le lobbying qui a été fait pour les femmes autochtones auprès du gouvernement canadien en 2015 a fait une enquête générale pour la systémique, pour la proportion énorme des femmes transgenres, des enfants qui ont été tuées ou qui sont manquantes à l'appel. On voudrait avoir une commission qui est beaucoup plus envers les familles pour pouvoir résoudre les cas qui sont non résolus, de réinvestiguer ces cas. Mais malheureusement, on a juste vu que le génocide est en place, est toujours mis en place contre les femmes autochtones de ce pays. On a encore la foi au gouvernement pour le prendre en considération. Désolée, j'ai pas entendu cette partie-là. Le chef, il y a eu un plan d'action national pour adresser cette violence. C'était jamais un plan qui était voulu de base. C'était un document vivant qui pourrait nous fournir un cheminement qui pourrait nous aider à aller de l'avant, qui pourrait être mis à jour et modifié dans le temps. Mais même si on s'est fait promettre un plan en juin de cette année, rien n'a été fait. Le gouvernement, depuis le COVID-19, délaie tout. Donc, c'est ironique parce qu'il y a un sondage qui a été fait à Inuvik. Dans les premiers mois après le virus, les femmes autochtones étaient encore plus abusées physiquement durant la pandémie, durant le confinement.
Donc, on travaille avec les gens, les, des gens autochtones qui sont sur les communautés, qui ont été formés par le gouvernement pour faire ce plan national. Je pense que ça fait 1 an que c'est supposé être fait. Et on a déjà donné au gouvernement de 7 mesures qui pourraient être mises en place et qui pourraient être utilisées comme plan de base qui inclut la création d'une investigation, une unité d'investigation qui pourrait regarder sur les cas qui ont été non résolus, d'avoir une base de données pour ceux qui ont été tués ou qui manquent à l'appel et d'étendre ça au Canada. Une liste qui peut, qui peut être faite par les femmes autochtones pour les femmes autochtones. Avant que je termine, si vous pouvez revenir à la situation de la santé dans les communautés autochtones, la livraison des soins qui sont fournis pour nos communautés. C'est vraiment difficile pour ceux qui sont en communauté éloignée. Mais il y a aussi juste un simple manque des lacunes de ressources qui ne seraient jamais acceptées par n'importe quel autre Canadien à travers le Canada. Je vais raconter une histoire d'une jeune mère qui s'appelle Wawakino, qui vit avec son mari et ses enfants, qui vit dans la nation au sud de l'Ontario, j'ai pas entendu, je suis désolée. Elle avait une infection de la gorge. Donc, ils sont allés voir la première station d'infirmière et juste de prendre du Tylenol et de mettre du Vaporub sur sa gorge. Les autres enfants se sont améliorés, mais il y a l'enfant de 5 ans, malheureusement, ne s'est pas amélioré. Elle a essayé d'avoir un autre rendez-vous, mais malheureusement, il n'y avait pas de temps avant une autre semaine. Donc, éventuellement, quand il ne pouvait plus respirer, il est arrivé malheureusement 1 heure trop tard à l'urgence. C'était un streptocoque. Qui peut être guéri très facilement avec la prescription appropriée, tu sais, qui a tué une jeune fille de 5 ans. Donc, c'est une situation que aucun parent canadien dans laquelle pourrait se trouver, c'est inacceptable. C'est une situation que aucun parent autochtone devrait endurer. Donc, il faut mettre un frein à cette discrimination au Canada. Il faut mettre le temps pour s'assurer que tous les Premières Nations et les Métis et les Inuits aient le même traitement que tous les Canadiens. Excusez-moi. Donc, c'est le temps que le gouvernement devrait prendre les étapes nécessaires pour que les enfants ne soient pas attrapés dans les maillons administratifs de la santé. Et que les mères comme Wawakino ne perdent pas leurs enfants pour une maladie qui est curable. C'est le temps que le système de santé publique au Canada et les gens qui mettent les fonds et qui gèrent les fonds de la santé médicale s'occupent des vies autochtones parce qu'elles sont importantes. Merci. Merci beaucoup, Lorraine, pour tes mots et pour ta sagesse. Il y a tellement d'informations dans ce que tu nous as partagé, tellement de statistiques, tellement de défense. Je vais peut-être te demander ce que j'ai entendu. C'était une ligne de base. Les attentes de base de santé ne sont même pas atteintes. Donc, ce n'est même pas juste d'avoir des attentes, des attentes hors du commun, c'est juste les bases de l'eau potable, des antibiotiques pour le streptocoque, des soins qui sont raisonnables et qui sont dignes, qui sont respectueux. Ce sont les conditions dans lesquelles nous sommes. Donc, je veux te demander, peut-être pour un instant, si vous pourriez vous imaginer
si nous rencontrions les lignes de base de la santé pour les Autochtones et que les Canadiens soient derrière nous là-dessus et que ce soit valorisé, valoriser toutes les vies de toutes les gens qui sont au Canada, que ce soit les Canadiens ou les Autochtones ou les Métis ou les Inuits. Qu'est-ce qui te motive à aller de l'avant, en plus de juste avoir cette ligne de base et juste cet espoir de qu'est-ce qui pourrait être? Donc, je suis très nouvelle dans ce dossier. Je crois que on doit être vrai avec nous-mêmes, et on doit suivre nos enseignements sacrés et le respect, l'honnêteté, l'humilité et la sagesse. Et regardez cette information qui est là. On est évidemment dans une crise avec la pandémie, avec le COVID-19. Je, je parlais de notre sondage, par exemple, mais nos membres de communautés qui sont dans des communautés éloignées, qui doivent malheureusement aller en avion, ils n'ont pas de l'eau potable. C'est difficile pour eux d'avoir juste de la nourriture. Ils n'ont pas de masque pour se protéger, ni de protéger les autres qui arrivent. On n'a même pas l'eau pour laver les choses qui doivent être lavées, pour garder notre santé aussi propre qu'on peut. Ce sont des conditions que tout le monde devrait avoir. Donc, on est au Canada. Nous sommes dans un pays qui est connu comme un peuple qui ont. Donc, les Autochtones, les Métis et les Inuits, malheureusement, on est ceux qui n'ont pas, on n'a pas des logements appropriés, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de nourriture. Dans une maison, il peut y avoir 16 personnes. Dans une maison qui a juste 2 ou 3 chambres, c'est inacceptable. Quand on regardait dans une station sociale, par exemple, au début de la pandémie, où est-ce qu'on devait s'isoler, et les femmes qui vivent dans dans la même maison que leur abuseur. Donc, la violence et les abus qui se passent dans les maisons ne se passent pas non seulement aux femmes, mais aux aînés aussi qui vivent dans ces maisons et font face à ces abus juste par exister. Et c'est même pas, on parle même pas des enfants qui font partie de tout ça. Et malheureusement, ils peuvent pas aller nulle part. Ils sont à la merci de leurs parents abuseurs. Nous regardons la santé. Il y a peut-être d'autres problèmes de santé, des conditions de santé auxquelles on n'est pas conscient, qu'on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de travail que nous devons faire en tant que pays et ce que nous devons faire comme individus aussi. Et juste la gentillesse qu'on doit avoir les uns envers les autres. Oui, c'est un beau paysage auquel on devrait atterrir effectivement. Le travail a l'air énorme, évidemment, et ça a l'air impossible. C'est difficile de juste l'envisager. Donc, les gens qui sont dans les villes, c'est pour ceux qui habitent dans les villes, c'est vraiment difficile pour nous d'imaginer les conditions de vie dans d'autres régions du pays. Comment on peut fermer le cercle et puis que l'expérience en fait, que l'expérience de tous ceux qui vivent sur ce continent, sur ce pays, peut avoir les opportunités, que, tu sais, toutes les opportunités de santé qu'on veut pour nos enfants. C'est l'histoire que j'entends nous raconter. Et il y a beaucoup de choses qui nous connectent les uns aux autres. Et et évidemment, c'est différent fondamentalement. Et c'est ça, notre bataille, évidemment. Donc, on veut vous offrir de notre côté notre solidarité, mais aussi nos actions. On veut commencer cette semaine avec vous, en fait, pardon, pour vraiment mettre le plancher pour partir cette semaine pour que toutes les femmes et les filles et les hommes de nos communautés peuvent communiquer ce message et de se mettre derrière ce message et le soutenir si on a besoin d'être derrière vous pour soutenir la cause et de se battre avec vous. Encore une fois, je veux peut-être revenir juste à les attentes de base de santé ou de vie. C'est même pas
Ce n'est pas que tout le monde doit être riche, tout ça. Non, non, c'est juste des attentes de base, de l'eau potable. Euh, juste pas être capable de suivre les protocoles, par exemple, de pandémie, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, par exemple, et même autour du monde. CanWatch travaille à l'international. On parle de ça tout le temps. Donc, c'est difficile de mettre, en fait, de donner naissance à un enfant s'il n'y a pas d'eau potable. Donc, on veut mettre ça donc en perspective pour tout le monde au pays, pour que tout le monde comprenne et soit sur la même page. On va travailler pour figurer qu'est-ce qui a besoin d'être fait, comment nous pouvons aider, mais aussi on est très ouvert pour avoir vos guides et de nous dire qu'est-ce que on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait pas de bien pour qu'on va essayer de vous suivre votre direction. Je pense que la pandémie a exacerbé, évidemment, pour plusieurs communautés vulnérables, les problématiques que vous avez parlé, la violence envers les femmes, la nutrition, l'accès aux soins de service. Mais je veux aussi Euh, peut-être, j'espère que cette semaine va nous amener un peu plus d'espoir et de faire, pas juste de focuser sur les actions immédiates que nous devons faire, mais ce qu'on peut voir à long terme, quels sont l'espoir qui nous dirige, qui nous mène de l'avant, parce que 2020 a été, c'est un précédent. On n'a jamais vu une année comme 2020, et même depuis plusieurs années. Plusieurs générations en arrière de nous, personne n'a vu une année comme 2020. C'est comme si on était pris un peu et qui 2020 nous amène d'une direction et d'une autre. Donc, si on peut diminuer l'écart, on peut au moins, ça peut nous aider à l'éliminer. Donc, j'espère que cette semaine d'égalité des genres et notre travail avec vous va nous aider à réaliser quel est notre futur qui soit différent de 2020. Quelles sont les actions immédiates qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour nous y amener? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter ou construire sur ce que j'ai dit? Et je vais peut-être fermer avec juste un remerciement. Je pense que dans notre monde, on regarde toujours le négatif, mais je sais que COVID, ça peut être un problème mental, mais des fois, on peut l'embrasser et peut regarder le positif qui en ressort. Il y a un changement, on peut faire un changement. Pardon, je parle, je parle sur Zoom depuis ce matin. Donc, nous savons que le territoire et la planète est malade, que l'eau est malade, mais même euh, si on peut se battre pour un meilleur demain, il faut jamais abandonner. Des fois, on a envie d'abandonner, mais il faut aller de l'avant toujours. Nous sommes tous résilients et du bon va ressortir de tout ça. Si nous voulons que le bon sorte de l'avant, c'est ça qu'il faut se battre. Le positif. Je te crois. Et je pense que c'est un bon endroit où fermer la conversation et de souhaiter à tout le monde qui nous regarde et nous écoute sont les bienvenus à cette semaine de réflexion. Et c'est un appel à l'action et un appel à ouvrir beaucoup de nouveaux défis comme individus qui sont intéressés à l'égalité. On sait qu'il va y avoir des défis énormes, peu importe où nous regardons. Il y a des montagnes à gravir, mais nos espoirs pour CanWatch cette semaine, c'est qu'au moins on peut se sentir qu'on a d'autres gens de chaque côté de nous pour nous soutenir dans pour gravir cette montagne et qu'en début de 2021, soit 2021, pardon, soit une nouvelle année et que nous célébrerons une année en 2021, une autre semaine d'égalité des genres et de voir le progrès immense que nous avons fait. C'est ce que j'espère dans les prochains mois. Donc, nous allons finir là-dessus. Merci beaucoup. Une gratitude énorme pour vos mots et votre sagesse, Lorraine, pour avoir fait ça avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Julia.